Si on nous dit que les moyens de conserver la vie physique rentrent dans l'hygiène plutôt que dans la morale, nous répondrons que la tempérance, depuis longtemps placée parmi les vertus, est pratiquement une application de l'hygiène, et que d'ailleurs une morale exclusivement positive sur le rapport physique et l'abstraction faite de tous les autres rapports ne peut guère différer d'une hygiène élargie. Si on demande de ce que c'est qu'accroître l'intensité de la vie, nous répondrons que c'est accroître le domaine de l'activité sous toutes ses formes, dans la mesure compatible avec la réparation des forces. Les êtres inférieurs n'agissent que dans une certaine direction, puis se reposent, s'affaissent dans une inertie absolue. Par exemple le chien de chasse, qui s'endort jusqu'au moment où il recommencera à chasser. L'être supérieur, au contraire, se repose par la variété de l'action comme un champ par la variété des productions. Le but poursuivi dans la culture de l'activité humaine, c'est donc la réduction au strict nécessaire de ce qu'on pourrait appeler les périodes de jachère. Agir, c'est vivre. Agir davantage, c'est augmenter le foyer de vie intérieure. Le pire des vices sera à ce point de vue la paresse, l'inertie. L'idéal moral sera l'activité dans toute la variété de ses manifestations, du moins de celles qui ne se contrarient pas l'une l'autre ou qui ne produisent pas une déperdition durable de force. Pour prendre un exemple, la pensée est l'une des formes principales de l'activité humaine. Non comme l'avait cru Aristote, parce que la pensée serait l'acte pur et dégagé de toute matière, hypothèse invérifiable, mais parce que la pensée est, pour ainsi dire, de l'action condensée et de la vie à son maximum de développement. De même pour l'amour. Après avoir posé en termes très généraux les bases d'une morale de la vie, voyons quelle part il convient de faire en son sein à l'hédonisme ou à la morale du plaisir. Le plaisir est un état de la conscience qui, selon les psychologues et les physiologistes, est lié à un accroissement de la vie, physique ou intellectuelle. Il s'ensuit que ce précepte accroît d'une manière constante l'intensité de ta vie, se confondra finalement avec celui-ci, accroît d'une manière constante l'intensité de ton plaisir. L'hédonisme peut donc subsister, mais au second rang, et plutôt comme conséquence que comme principe. Tous les moralistes anglais disent « Le plaisir est le seul levier avec lequel on puisse mouvoir l'être, entendons-nous. Il y a deux sortes de plaisir. Tantôt le plaisir correspond à une forme particulière et superficielle de l'activité, plaisir de manger, de boire, etc. Tantôt il est lié au fond même de cette activité, plaisir de vivre, de vouloir, de penser, etc. Dans le premier cas, il est purement sensitif, dans l'autre, il est plus profondément vital, plus indépendant des objets extérieurs. Il ne fait qu'un avec la conscience même de la vie. Les utilitaires ou les hédonistes se sont trop plu à considérer la première espèce de plaisir, l'autre a une importance supérieure. On n'agit pas toujours en vue de poursuivre un plaisir particulier déterminé et extérieur à l'action même. Parfois on agit pour le plaisir d'agir. On vit pour vivre, on pense pour penser. Il y a en nous de la force accumulée qui demande à se dépenser. Quand la dépense en est entravée par quelque obstacle, cette force devient désir ou aversion. Quand le désir est satisfait, il y a plaisir. Quand il est contrarié, il y a peine. Mais il n'en résulte pas que l'activité emmagasinée se déploie uniquement en vue d'un plaisir avec un plaisir pour motif. La vie se déploie et s'exerce parce qu'elle est la vie. Le plaisir accompagne chez tous les êtres la recherche de la vie, beaucoup plus qu'il ne la provoque. Il faut vivre avant tout, jouir ensuite. On a cru longtemps que l'organe créait la fonction. On a cru aussi que le plaisir créait la fonction. L'être va, disait Épicure, où l'appelle son plaisir. Ce sont là, d'après la science moderne, deux vérités incomplètes et mêlées d'erreurs. À l'origine, l'être ne possédait point un organe tout fait. De même, il n'avait pas en quelque sorte un plaisir tout fait. Lui-même, en agissant, a fait son organe et fait son plaisir. Le plaisir comme l'organe procède de la fonction. Plus tard d'ailleurs, comme l'organe même, il réagit sur la fonction. On finit par agir de telle manière parce qu'on a un organe développé dans tel sens et qu'on éprouve un plaisir en allant dans telle direction. Mais le plaisir n'est jamais premier. Ce qui est premier et dernier, c'est la fonction, c'est la vie. Si on n'a pas besoin pour diriger la nature de faire appel à une impulsion étrangère ou supérieure à elle, si la nature est pour ainsi dire automotrice et autonome, on n'a pas besoin non plus de faire appel à une détermination inférieure et particulière comme tel plaisir. Ce qu'on peut accorder aux hédonistes, c'est qu'il ne saurait y avoir conscience sans un plaisir ou sans une douleur vague. Le plaisir et la peine pourraient être regardés comme le principe même de la conscience.
D'autre part, la conscience est le levier nécessaire pour produire toute action autre que leur pur acte réflexe. La théorie anglaise est donc vraie en ce sens que toute action volontaire ayant toujours besoin, pour ainsi dire, de passer par la conscience, s'imprègne nécessairement d'un caractère agréable ou désagréable. Agir et réagir, c'est toujours jouir ou souffrir, c'est toujours aussi désirer ou craindre. Et ce caractère agréable ou désagréable de l'action ne suffit pas pour l'expliquer tout entière. La jouissance, au lieu d'être une fin réfléchie de l'action, n'en est souvent, comme la conscience même, qu'un attribut. L'action sort naturellement du fonctionnement de la vie, en grande partie inconscient. Elle entre aussitôt dans le domaine de la conscience et de la jouissance, mais elle n'en vient pas. La tendance de l'être à persévérer dans l'être est le fond de tout désir sans constituer elle-même un désir déterminé. Le mobile emporté dans l'espace ignore la direction où il va, et cependant il possède une vitesse acquise prête à se transformer en chaleur et même en lumière selon le milieu résistant où il passera. C'est ainsi que la vie devient désir ou crainte, peine ou plaisir en vertu même de sa force acquise et des primitives directions où l'évolution l'a lancée. Une fois connue l'intensité de vie chez un être avec les diverses issues ouvertes à son activité, on peut prédire la direction que cet être se sentira intérieurement poussé à prendre. C'est comme si un astronome pouvait prédire la marche d'un astre, rien que par la connaissance de sa masse, de sa vitesse et de l'action des autres astres. On voit maintenant la seule position que puisse prendre une science des mœurs sans métaphysique dans la question de la fin morale, indépendamment de toutes les hypothèses que la métaphysique pourra plus tard y ajouter, étant donné d'une part la sphère inconsciente des instincts, des habitudes, des perceptions sourdes, d'autre part la sphère consciente du raisonnement et de la volonté réfléchie. La morale se trouve sur la limite de ces deux sphères. Elle est la seule science qui n'ait ainsi pour objet ni des faits purement inconscients, ni des faits purement conscients. Elle doit donc chercher une tendance qui soit commune à ces deux ordres de faits et qui puisse relier les deux sphères. La psychologie classique s'était toujours restreinte aux phénomènes conscients, laissant de côté l'étude du pur mécanisme, de même la morale classique, mais elle supposait démontrer que le mécanisme n'agit pas sur la région consciente de l'esprit, ne provoque pas des perturbations, parfois plus ou moins inexplicables. Supposer ainsi démontrer l'indépendance du conscient par rapport à l'inconscient, c'était commencer par un postulat que rien n'autorise. Nous croyons que pour éviter ce postulat, la morale scientifique doit chercher un ressort d'action qui puisse jouer à la fois dans les deux sphères et mouvoir tout ensemble en nous l'automate et l'être sensible. L'objet de la science des mœurs est de constater comment l'action produite par l'effort seul de la vie sort sans cesse du fond inconscient de l'être pour entrer dans le domaine de la conscience. Comment ensuite l'action peut se trouver réfractée dans ce milieu nouveau, souvent même suspendu, par exemple, quand il y a lutte entre l'instinct de la vie et telle ou telle croyance d'ordre rationnel. Dans ce cas, la sphère de la conscience peut fournir une source nouvelle d'action qui à leur tour redeviennent des principes d'habitude ou d'instinct et rentrent ainsi dans le fond inconscient de l'être pour y subir des altérations sans nombre. L'instinct dévie en devenant conscience et pensée, la pensée dévie en devenant action et germe d'instinct. La science morale doit tenir compte de toutes ces déviations. Elle cherche le lieu de rencontre où viennent se toucher et où se transforment sans cesse l'une dans l'autre les deux grandes forces de l'être, instinct et raison. Elle doit étudier l'action de ces deux forces l'une sur l'autre, régler la double influence de l'instinct sur la pensée, de la pensée et du cerveau sur les actes instinctifs ou réflexes. Nous verrons comment la vie peut donner lieu, en devenant consciente d'elle-même et sans se contredire rationnellement, à une variété indéfinie de mobiles dérivés. L'instinct universel de la vie, tantôt inconscient, tantôt conscient, avec les aspects divers que nous verrons revêtir, fournit à la science morale la seule fin positive, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'en existe aucune autre possible et que notre expérience soit adéquate à toute la réalité imaginable. La morale fondée sur les faits ne peut encore une fois constater qu'une chose, c'est que la vie tend à se maintenir et à s'accroître chez tous les êtres, d'abord inconsciemment, puis avec le secours de la conscience spontanée ou réfléchie, qu'elle est ainsi en fait la forme primitive et universelle de tout bien désiré, et ne s'ensuit pas que le désir de la vie épuise absolument l'idée du désirable, avec toutes les notions métaphysiques et même mystiques qu'on peut y rattacher. C'est là une question réservée qui ne sera plus proprement l'objet d'affirmations positives, mais d'hypothèses métaphysiques. Il importe à la science de faire le départ exact du certain et de l'incertain dans la morale comme dans les autres études.
L'incertitude n'a jamais nui à la spéculation, ni même au rêve. La connaissance des faits réels a l'élan vers l'idéal, la science à la métaphysique. Le moissonneur, ramassant avec soin en son grenier les gerbes qu'il a recueillies et comptées lui-même, n'a jamais empêché le semeur de s'en aller la main ouverte, l'œil tourné vers les moissons lointaines, jeter au vent le présent, le connu, pour voir germer un avenir qu'il ignore et qu'il espère.